Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Les Tutos d'Inet. Dans le tuto numéro 6, nous allons continuer à expliquer le fichier Android manifest.xml. On a commencé depuis la vidéo précédente avec la structure générale de ce fichier XML et on continue dans ce tuto. Revenons à Android Studio pour mieux expliquer le fichier Android manifest.xml. Pour la première ligne, comme pour le format HTML, un fichier XML débute par une déclaration qui permet d'indiquer qu'on se trouve bien dans un fichier XML. XML, la version, vous trouvez ici la version, encoding. Cette ligne permet d'indiquer que on utilise la version 1.0 du XML, on utilise l'encodage des caractères qui s'appelle UTF-8. C'est une façon de décrire les caractéristiques qui contiendra notre fichier. Voilà, c'est pour la première ligne. On a dit la version pour indiquer la version du XML utilisée et l'encodage utilisé pour cette application. Pour le manifeste, manifest.xml, on a dit que l'élément racine du fichier Android manifest.xml, la balise manifeste, doit être l'élément racine du fichier Android manifest.xml. Comme vous voyez ici, la balise manifeste, la fin du balise manifeste. À l'intérieur de balise manifeste, voilà, à l'intérieur de balise manifeste, on a notre application. Dans l'application, vous trouvez ici, ce sont les informations concernant les applications et ici vous trouvez les activités. Pour notre application, on a une seule activité, donc vous trouvez ici seulement une seule activité. Voilà. Revenons maintenant pour la balise manifeste. Dans la balise manifeste, les attributs, on a deux attributs XML/NS et package. Ces deux attributs sont obligatoires. Bien sûr, cette balise contient d'autres attributs, on va les voir. XML/NS définit le name espace Android, c'est-à-dire définit le nom d'espace Android. Cet attribut est toujours être réglé sur ce chemin-là. L'attribut XML/NS toujours être réglé comme ça. Elle est par défaut. Le package info.dev.first.app. Dans la vidéo précédente, notre application est appelée First App. C'est quoi info.dev? Info.dev, c'est le nom du domaine. Et on a dit que le package est la combinaison du nom de domaine, nom de l'application. Bien sûr, le nom de domaine, on a tapé dev.info. Android Studio déduit directement le nom du package en inversant le nom du domaine info.dev.first.app. Le package donc est utilisé comme identifiant unique pour l'application. Le nom doit être unique. Attention, une fois que vous publiez votre application, vous ne pouvez pas changer le nom du package. Donc, il faut, dès le début, il faut choisir le nom du package. Le nom du package, on a dit, définit l'identité de votre application. Donc, si vous changez, alors il est considéré comme une autre application. Et les utilisateurs de la version précédente ne peuvent pas mettre à jour vers la nouvelle version. Exemple, tu as développé une application, tu as publié cette application dans le Google Play, par exemple. Après un certain temps, tu as modifié le code et tu veux mettre mise à jour de votre application dans le Google Play, mais tu as modifié ce package. La nouvelle, elle est considérée comme une nouvelle application, non pas comme mise à jour. Pourquoi? Parce que tu as modifié l'identifiant unique de votre application. Voilà, c'est pour ces deux
attributs, j'espère que c'est bien expliqué. Le troisième attribut s'appelle Shared User ID. Qu'est-ce que cela veut dire? Shared User ID est utilisé pour partager les données entre deux ou plusieurs applications. On utilise cet attribut, je dis, pour partager les données entre deux ou plusieurs applications. Par défaut, Android attribue un ID utilisateur pour une application. C'est-à-dire, cet attribut-là, elle est attribuée par défaut par Android. Mais si tu veux changer ou si tu veux faire que deux applications ou plusieurs applications partagent les données, il faut donc mettre à jour cet attribut. Une petite remarque, lors de l'installation d'une application, par exemple, tu as téléchargé une application du Google Play Store, lors de l'installation de cette application, Android crée un utilisateur Linux spécifique associé à votre application. C'est-à-dire, pour chaque application, Android crée un utilisateur Linux spécifique à chaque application. Les applications Android sont exécutées dans des processus différents. C'est-à-dire, il est possible de contrôler cela via le fichier Android manifest.xml. Pour permettre à deux applications différentes de partager le même processus, il faut réunir deux conditions. Les applications doivent partager le même utilisateur, c'est avec cet attribut-là, et indiquer le même nom de processus qu'on va voir en attribut de balise application. Pour l'ID de l'utilisateur, c'est une chaîne de caractères. Elle est symbolique. Pour éviter les ambiguïtés, il est préférable d'utiliser une notation package. Pourquoi? Parce que plusieurs applications peuvent indiquer le même nom, mais pour cela, elles doivent être également partagées le même signature numérique. Donc, pour le nom, l'ID utilisateur, j'ai dit c'est une chaîne de caractères. Pour éviter toute ambiguïté, donc il est nécessaire d'utiliser une notation package. Par exemple, je vais écrire dev.info.camel, par exemple. Voilà. À quoi sert cet attribut-là? J'ai une application. J'ai attribué le user ID dev.info.camel. Si j'ai une autre application à le même ID, j'ai dit que ces deux applications partagent le même nom d'utilisateur. Mais jusqu'à maintenant, il ne peut pas partager les données. Pour partager les données, il suffit d'ajouter un autre attribut. Il faut partager le même processus. On a dit que pour installer une application, Android crée un utilisateur Linux spécifique à chaque application. Mais si vous indiquez cette ID utilisateur pour deux applications, ces deux applications donc ont le même nom d'utilisateur. Maintenant, j'ai dit aussi que les applications Android sont exécutées dans des processus différents. Donc, pour que deux applications doivent être exécutées dans le même processus, donc il faut aussi partager ce processus-là. Partager le nom d'utilisateur et partager le processus. Cela s'effectue très simplement via la balise application. Je vais ajouter l'attribut processus. Comme ça, voilà, donc process c'est le processus. Puis, donc, c'est une chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre la même chaîne de caractères info.camel. Voilà. Laissez pour le moment ces deux attributs comme ça. Je vais revenir pour expliquer mieux avec une application qu'on l'exécutera avec Genymotion. On continue avec les autres attributs. Donc, on a un autre attribut pour la balise manifeste.
shared user label. Ici, c'est le nom de l'utilisateur. Ce nom-là, il est significatif que si le ID utilisateur est également défini. Aussi, cet attribut est une chaîne de caractères, mais je ne peux pas attribuer cette chaîne de caractères ici. Il faut ajouter la chaîne de caractères dans strings. Je clique sur res, values, strings, et je vais ajouter strings, name, par exemple, je vais dire le nom. Voilà, et je vais écrire par exemple infodev. Infodev. Android Manifest. Je vais cliquer sur, je vais taper at strings, donc non. Voilà. J'ai dit le nom d'utilisateur, il est significatif que si le ID utilisateur est défini. Voilà, donc ça n'a pas n'a pas d'importance, juste pour afficher le nom de l'utilisateur. Deux autres attributs, il nous reste avec le manifeste pour la version. Version code et version name. Version code représente la version de code de l'application. Un numéro de version interne. Ce numéro est utilisé uniquement pour déterminer si une version est plus récente que l'autre. Par exemple, il pourrait être un numéro de build. C'est-à-dire, si je vais mettre version code 1 et aussi version name, le nom de la version name, par exemple 1.0, la version code n'est pas visible à l'utilisateur. Mais version name, c'est le numéro de la version qui sera affiché à l'utilisateur. La chaîne n'a pas d'autre but que d'être affichée aux utilisateurs, c'est-à-dire visible sur Google Play Store. Cette version, pour la version de code, c'est intéressant pour le développeur. Par exemple, à changer le code, il peut changer le code de la version ici. Il pourrait être, on a dit, un numéro de build, un numéro de build. Mais pour la version name 1.0, tu as publié une application pour la première fois avec cette version, tu as modifié votre code et tu veux mettre à jour votre application, donc il faut modifier la version name. Voilà, donc c'est tout pour les attributs de manifeste. Je conclus XMLNS, on a dit, elle est toujours réglée comme ça. Le package, le nom de package et l'identifiant unique de votre application. Le user ID, c'est-à-dire on utilise user ID plus l'attribut process pour partager les données entre deux applications. Shared user label, c'est le nom de votre utilisateur. Version de code, il pourrait être un numéro de build par exemple. Ce numéro est utilisé uniquement pour déterminer si une version est plus récente que l'autre, mais ce code-là est très nécessaire et il est visible sur Google Play. Voilà, donc c'est fini pour les attributs de la balise manifeste. Maintenant, pour mieux comprendre l'attribut ID user et l'attribut process, une simple application, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le layout, activity layout, on a donc Hello World, je vais effacer ça. Je vais mettre un champ de texte et un bouton. Voilà. Et un bouton. Je vais modifier quelques propriétés.
le bouton, je vais écrire ici par exemple envoi. J'ai ici un edit texte et un bouton. L'utilisateur va taper ici le numéro de téléphone et cliquer sur le bouton envoi pour envoyer par exemple un SMS. Voilà. Mais pour cette application, quand l'utilisateur va envoyer un message, il faut mettre l'autorisation dans le dossier Android manifest.xml. Permission, autorisation pour envoyer un message. Je vais coder ça. On a un champ de texte. Son ID edit texte. Le bouton, son ID c'est bouton. Dans la méthode on resume, donc on va voir tout ça, la méthode on create, la méthode on resume, mais juste ici pour expliquer le principe, dans cette méthode, normalement pour envoyer un SMS, l'utilisateur prend l'autorisation, il ajoute ici l'autorisation pour envoyer un message. Mais je vais dire ici, dans la méthode on resume, lorsque l'utilisateur n'a pas tapé l'autorisation ici dans le fichier Android manifest.xml, le bouton qu'on a ajouté ici donc ne sera pas visible. Voilà. Donc if check permission manifest.permission .send SMS virgule process my pid, voilà, virgule process non majuscule p process my pid, voilà. Oui, je vais mettre égal en parenthèse égal package manager, donc package manager point permission name, voilà. Le if, c'est bien. Donc je vais si qu'est-ce qu'il y a dans ce test là, si l'autorisation n'est pas tapée dans le fichier manifest.xml, donc tout simplement je vais rendre le bouton envoi invisible. Donc le bouton c'est le nom btn.setEnable et je vais mettre ici false. Et dans le texte set texte, je vais ajouter une chaîne de caractères. Par exemple, je vais de droit
par exemple, droit d'accès refusé. Bon, droit d'accès refusé. Dans le else, je vais taper texte. Cet texte, je vais ajouter la chaîne de caractères droit d'accès accepté. Voilà, droit d'accès accepté. Maintenant, je vais tester une autre application. Vous devez tout d'abord lancer le Genymotion avec ce bouton-là. Voilà, c'est le Genymotion. Je vais exécuter maintenant notre application, Genymotion Samsung. OK, on attend. Voilà, droit d'accès refusé et le bouton envoi invisible. Pourquoi? Parce que l'utilisateur n'a pas tapé ici la permission pour envoyer un message. Droit d'accès refusé, comme on a tapé ici dans droit d'accès refusé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une nouvelle application. File, new project. Je vais l'appeler par exemple test envoi. Company name dev.info. Je clique sur next. Mes applications test envoi next. Phone et tablette. Donc on attend phone et tablette API 15. Next empty. Next. Finish. Voilà, on attend. Je vais fermer tout d'abord cette application. Voilà. Voilà. Tout simplement dans cette activité, c'est le nom d'activité test envoi. Il faut ajouter ici la permission, mais avant d'ajouter les permissions, on a dit cette activité ou bien cette application, le nom c'est test envoi et l'autre c'est first app. Il faut, pour que ces deux applications partagent les données, il faut que cette application doit avoir les deux applications doivent avoir le même user ID et les mêmes procédures. Donc je vais copier ça. Copier. Dans test envoi Android manifeste, je vais ajouter dans la balise manifeste, CTRL V, la même chose. Ici, process, je vais copier ça. Copier. Test envoi dans l'application. Je vais mettre coller. Donc, maintenant, les deux applications partagent le même user ID et le même processeur. Donc, je vais exécuter cette application. Je clique sur, donc, Genymotion. Je clique ici. OK. Et on attend. Voilà, cette application test envoi, oui, layout, donc res, layout, activity, il n'a rien du tout, seulement un texte pour afficher Hello World. Mais jusqu'à maintenant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que dans cette activité Android manifeste, il faut ajouter ici la permission dans test envoi. Dans test envoi, il faut ajouter ici la permission. Si je lance de nouveau First App, droit d'accès refusé, envoi. Même j'ai installé l'autre application test envoi,
reste toujours le même problème. Donc, je cherche test envoi. Test envoi, voilà cette application, test envoi. Même si j'ai lancé donc test envoi, n'a rien passé. Donc, je vais ajouter tout simplement ici. Donc, juste ici, je vais ajouter uses permission name android permission.send SMS. Voilà. Je vais exécuter de nouveau. Test envoi alors. Je vais exécuter l'application First App. Voilà. Droit d'accès accepté, le bouton envoi. Donc ces deux applications test envoi et l'application First App partagent le même user ID et le même process. C'est pourquoi ces deux applications partagent les données. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que c'est bien expliqué. Merci et à bientôt.